Ok. Eh bien, let's go. Bah, déjà, merci de venir voir mon talk, ça fait super plaisir. Merci au BDXIO de m'avoir accepté. Donc moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite problématique que j'ai rencontrée lors d'une de missions chez un de mes clients. C'était de créer une librairie de composants. Donc, dans mon équipe, on faisait des applications natives. Donc, on avait des devs Android, des devs iOS. Donc on voulait faire une librairie de composants, sachant que notre entreprise, elle avait justement créé un tout nouveau design system. Donc bah, c'était l'occasion de faire une petite lib de composants liée à ce design system. Puis après, bah, on aurait aimé que ce soit assez simple, qu'on n'ait pas à refaire deux fois la même chose, mais on est en natif. Et puis qu'on puisse bah, partager facilement ce qu'on a fait, l'intégrer dans une page web, dans le design system de l'entreprise qui vient d'être créée, potentiellement, pour que ce soit bah, le plus simple, le plus smooth et le plus sympa possible. C'est ce qu'on va découvrir pendant ce talk. Donc avant ça, je me présente, je m'appelle Jonathan Lagneau, je suis consultant et formateur à Zenica depuis maintenant 6 ans. Voilà, donc j'interviens surtout sur des stacks, on va dire JVM, donc principalement du Kotlin. Donc ça peut être du back-end, mais aussi je fais pas mal d'Android. Donc là, on va parler plus de mobile. Donc ce que je voulais, donc c'est un peu la liste de courses. Hein, donc bah, je vous l'ai dit, on voulait une librairie de composants natifs, puisqu'on fait du natif, donc on va pas faire de l'hybride, on fait pas de Flutter, ce genre de choses. On voulait que ce soit facile à tester, bah, qu'on n'ait pas à tester deux fois nos composants, voilà, plus facilement possible. Que ce soit facile à documenter, je vous l'ai dit, on aurait bien aimé que ça s'intègre dans notre design system. Et puis ben, facile à faire, parce que ben, avant tout on est des développeurs et puis ben, on est un peu fainéants. Mais pour ça, je vous l'ai dit, ben, nous on fait du natif, donc c'était à l'époque, bah, on était obligé de faire ben, deux librairies, donc une librairie pour Android et une librairie pour iOS. Donc, c'est bah, comme on avait de toute manière une application Android, une application iOS, donc on a les mêmes problématiques. Hein. Donc bah, comme Michael, on est un peu déçu. On va se retrouver un peu dans les mêmes problèmes qu'on peut avoir. Et bah, dans d'autres contextes de mission, par la suite, j'ai rencontré dans des équipes qui étaient un peu plus matures cette fois, ou qui eux avaient un design system avec déjà une librairie de composants qui était faite. Ce genre de tableau dans leur documentation où ben, pour leur design system, par exemple pour les sections contrôle, on voyait donc la liste des composants qu'ils avaient développés. Et en fonction de la techno, ben, on avait est-ce que dans la librairie de composants, elle est dispo ou pas. Donc moi j'ai de la chance, hein, je suis dev Android, je fais du compose, donc pas de problème. Par contre mes collègues qui faisaient du SwiftUI, qui auraient bien aimé en faire, ben, eux, c'est un peu la double peine, quoi. À la fois on doit développer sur Xcode et en plus on doit refaire tous les composants. Donc, bon, c'est facile, hein, cracher sur Xcode, mais fallait que je le fasse quand même. Donc, bon, là, ça a évolué depuis. Hein, ce DI system, maintenant, je crois que tout est complet. Hein. Mais bon, c'est des choses qu'on peut retrouver, puisque bon, on va avoir des équipes, potentiellement des équipes différentes qui vont s'occuper de la librairie, donc avec des cycles de vie différents. Et puis, ben, on se retrouve un peu dans ce genre de choses qui peut clairement être embêtant. Donc nous, dans l'équipe à l'époque, ben, finalement, on a abandonné l'idée de faire cette librairie de composants. Et voilà, c'est passé un peu à la trappe. Le temps avance, donc Dev Kotlin, je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui est arrivé qui s'appelle Kotlin Multiplatform. Kotlin Multiplatform, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent déjà, ça fait déjà un moment qu'on en parle. Certains l'utilisent en production, je le sais. Ben, ça marche bien. Le use case initial un peu de Kotlin Multiplatform, c'est de pouvoir partager ici un petit peu la business logique, on va dire, donc ben, vos règles métiers. Typiquement, bah, vous faites un appel API, vous récupérez de la data, vous la filtrez, vous faites des opérations dessus. Bah, ça, c'est super bien à partager, puisque c'est des genres de choses qu'on n'a pas envie peut-être de réécrire deux fois sur Android, sur iOS. On n'a pas envie de se tromper sur la règle métier, on veut qu'elle soit partout pareille. On a tous vécu des petites différences entre l'application Android et iOS qui peuvent être liées à ce genre de choses. Donc multiplateforme, c'est super pour ça. Et il y a un autre truc qui est super, c'est qu'on va pouvoir aussi faire appel à tout ce qui est API spécifique à la plateforme. Par exemple ici, iOS ou Android, mais tout en restant dans notre code Kotlin, donc avec vraiment un mécanisme qui est fait pour ça, d'expect actual, où on va pouvoir appeler tout ça de façon super simple. Et puis après, bah, là, on laisse la partie UI, elle sera soit en SwiftUI, en Android View, en Compose, ça dépendra de vos technos, mais là on n'en parlait pas du tout à l'époque. Donc là, je vous parle de deux targets pour Kotlin Multiplatform, iOS, Android, mais il y en a d'autres. Donc par exemple, on peut faire la même chose sur la partie desktop.
Je ne vais pas m'attarder sur Kotlin multiplateforme parce que, bon, je vous ai dit, ça va faire un moment que ça existe et puis, ben, j'ai pas le temps. Donc, je vous mets un QR code sur le repo de John O'Reilly qui est vraiment incroyable. Là, donc, c'est People in Space qui, bah, si jamais ça vous intéresse, Kotlin multiplateforme et un peu le use case dont je vous parlais, bah, je vous invite à aller voir ça. C'est très bien fait. Et puis, ben, voilà, ça vous donnera un bel exemple de comment faire. Donc là, à partir d'ici, vous vous demandez, mais pourquoi il me parle de Kotlin multiplateforme? Là, on parlait de librairie de composants, ça n'a rien à voir. Vous n'avez pas totalement tort. Mais il fallait que j'en parle pour vous parler de Compose multiplateforme. Donc, Compose multiplateforme, donc arrivé par la suite. Donc Compose multiplateforme, ça doit parler aux devs Android et aux devs peut-être iOS aussi qui s'intéressent un peu à l'écosystème. Et ben multiplateforme, comme Kotlin multiplateforme, peut-être que ça veut dire des choses. Donc Compose multiplateforme, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un framework pour faire des UI à travers des multiples plateformes. Donc de manière déclarative, donc un peu comme en SwiftUI, hein, ça va être un peu le même style de coding, et comme Compose, Jetpack Compose. Donc c'est développé par JetBrains, c'est open source, et c'est construit par-dessus Kotlin multiplateforme. Donc c'est là un petit peu le lien qu'on avait par rapport à la partie d'avant. Et donc je note ici, c'est des API qui sont familières avec Jetpack Compose. Donc Jetpack Compose, c'est donc la librairie, donc, cette fois qui est développée par Google, pour faire des interfaces de façon moderne sur Android. Donc c'est ça la différence. Jetpack Compose et Compose multiplateforme, c'est pas la même chose. Jetpack Compose c'est Google, Compose multiplateforme c'est JetBrains. Par contre, ils vont essayer de copier les API de Jetpack Compose pour du 1 pour 1, quoi. Et par contre après ce sera multiplateforme sur Compose. Sur Compose multiplateforme. Alors là je le mets, attention, c'est pas stable pour toutes les targets. Donc en fonction des targets de Kotlin multiplateforme, Compose multiplateforme va être plus ou moins stable. Donc, sur iOS, par exemple, c'est de la bêta, donc c'est plus ou moins assez stable. Sur desktop, c'est stable. Sur Android, c'est stable. Et on va parler d'une autre target qui, elle, est un peu moins stable par la suite. Donc si on revient sur le schéma de tout à l'heure, où est-ce que ça s'intègre maintenant, Compose multiplateforme? Forcément, on va aller sur de l'UI. En fait, c'est pas vraiment limité à un use case particulier. On va pouvoir partager des petits bouts d'application. On va pouvoir partager des pages entières, voire plusieurs pages avec de la navigation. Donc là encore, suivant ce que vous faites, c'est plus ou moins stable. On va dire que partager des tout petits bouts d'application, des tout petits bouts d'app, des tout petits bouts d'UI, ça c'est assez stable. Tout ce qui est navigation entre plusieurs pages, là c'est un peu moins stable, ça vient d'arriver, c'est cette année, c'est de l'alpha, de la bêta. Donc ça sera un peu plus potentiellement problématique. Mais les petits bouts d'UI, comme je vous l'ai dit, ça marche plutôt bien, et ça tombe bien, parce que c'était un peu mon use case initial. Une petite librairie de composants, c'est ça, c'est des petits bouts d'UI. Donc je me dis, pourquoi pas, on va essayer de faire ça en Compose multiplateforme. Donc je me suis fait un petit repo, donc juste pour tester ça. Donc je l'ai appelé ComposeBook. Alors il y a le QR code si vous voulez regarder. Donc ComposeBook, ça rappelle un peu pour les développeurs web Storybook. Donc je vais vous faire un petit lien, donc Storybook, qui permet justement de documenter ces librairies de composants. Donc vous mettez vos composants, vous pouvez cliquer dessus, voir ce que ça fait, une petite description. Donc l'idée c'était de faire un peu pareil avec ma lib de composants et de pouvoir la visualiser de manière simple, donc par exemple pour pouvoir la donner à mon designer, mon PO, ce genre de choses. Donc je vais vous montrer ça. Je vais faire un petit peu de code. Alors, on ne va pas montrer tout le code parce que j'ai pas non plus beaucoup de temps. Mais ici, ce qu'on va pouvoir regarder ici, c'est ma lib Kotlin multiplateforme. Et ce qui est important ici, c'est le code common en fait. Donc c'est là où je vais coder tous mes composants finalement. Donc on les retrouve ici, dans le directory component, où j'ai codé quelques components. Et ça, c'est du compose. Voilà, c'est composable. Donc pour ceux qui ont déjà fait du compose sur Android, ça ressemble. Et puis moi je vous passe les détails de l'implément de compose, mais en tout cas, voilà, c'est du compose. Et ce qui est à côté, ça va être juste du wrapping pour mettre ça en scène, quoi. Et donc je vous l'ai dit, moi j'aime bien, avant d'intégrer ça dans une app de prod, pouvoir l'afficher avant pour tester ce que ça fait. Donc j'ai fait deux petits apps de wrapping, une app sur Android et une app sur iOS. Donc pour l'app sur Android, il n'y a rien à faire, il y a juste ici une main activity qui va encapsuler ce que j'ai fait là. Et pour iOS, il y a un petit peu de code spécifique juste pour wrapper ça dans
quelque chose qu'on appelle une Compose UI View Controller, qui est du code pour iOS. Et après, on a une vraie app iOS ici qui est configurée. Donc pour ceux qui connaissent, ils ne seront pas perdus. Donc si je lance ça, donc sur Android hop, et sur iOS, hop, voilà, donc hop, ça s'est lancé sur Android. Hop. On va zoomer un peu. Hop. Non, iOS, il est parti. Donc, ouais. Oh, c'est pas propre là, voilà. Donc j'ai, je vous l'ai dit, donc c'est une liste de composants. Donc bon, j'ai un peu de pages pour. Ouais, j'arrive pas avec mon pad. Ouais, j'ai des pages pour présenter un petit peu mon app. Ici, par exemple, le style de mon DI system, c'est un peu l'idée de Storybook. Et ma liste de composants où je peux cliquer dessus, voir mes composants, comment ça se passe, comment je peux interagir avec, etc. Donc, et si je vais voir sur la partie du coup maintenant iOS qui s'est aussi lancé, j'ai la même chose, hein. C'était le but. Donc ma liste de composants, mes composants, voilà, je peux cliquer dessus, la même chose, quoi. Donc là déjà, moi je suis super content. J'ai mes petits composants atomiques que j'ai fait en compose multiplateforme qui marchent sur mes deux OS. C'est plutôt cool. Hop, donc j'arrête ça. Perso ma presse. Hop. Donc je suis super content. J'ai ma lib, je vous l'ai dit, de composants que je peux partager sur Android et iOS. Elle est facile à tester, donc là je ne vous ai pas montré, mais je vais pouvoir faire des tests unitaires sur mes composants. Et je vais les faire qu'une fois, parce que je suis dans du code qui est commun. Ou même manuellement, je serais quand même assez confiant de pouvoir tester qu'une partie ou l'autre. Est-ce que ça me simplifie la documentation? Bon, pas vraiment. Là, vous avez vu, j'ai fait 2 apps pour wrapper tout ça. Est-ce que c'est facile à faire? Moi, je suis dev, je connais bien le compose. C'est assez simple, je le fais qu'une fois, ça marche très bien. Donc, je vous l'ai dit, il me faut 2 apps pour faire juste la présentation de mes petits composants. J'ai fait deux petites apps juste pour vous rappeler tout ça. Une sur Android, une sur iOS. Et ça m'embête encore. Ça veut dire que si quelqu'un veut regarder les composants sur iOS, il va falloir qu'il installe son app sur iOS. Voilà, il n'y a peut-être pas d'iOS d'ailleurs, d'iPhone, donc pas pratique. Il y a des moyens qui existent avec des émulateurs dans des navigateurs ou des solutions autres. Mais moi, je voulais avoir quelque chose d'un peu mieux. Donc un peu comme Michael, je suis encore déçu. Mais quand même carrément content par rapport à tout à l'heure. Kotlin multiplateforme, ça évolue, et donc je vous ai parlé de plusieurs targets. Donc il y a une nouvelle target qui est arrivée, Kotlin Wasm. Donc Wasm, c'est pour WebAssembly. Donc WebAssembly, ça doit parler un petit peu au moins de nom à pas mal de gens. Donc Kotlin Wasm, ça rajoute le WebAssembly support à Kotlin multiplateforme. Donc si ça le rajoute à Kotlin multiplateforme, ça le rajoute aussi à Compose multiplateforme. Et si on va vraiment sur le site de JetBrains et qu'on regarde la doc sur Kotlin Wasm, c'est écrit ça, donc que vraiment l'intérêt, un des gros intérêts de cette target, ça va être de pouvoir réutiliser des composants qu'on a fait pour mobile et desktop sur un projet web avec Compose multiplateforme. Donc le WebAssembly, pour ceux qui connaissent, ça s'intègre super bien dans du web en fait. Et donc ça, je me dis, c'est cool en fait. Le problème que j'avais pour présenter mes composants, peut-être que je vais pouvoir le mettre dans du web en fait finalement. Peut-être que je vais pouvoir l'intégrer dans mon design system carrément de mon entreprise, dans la page web qui existe déjà en fait. C'est ce que j'ai fait, je vous montre ça. Hop. Donc par rapport à tout à l'heure, il faut que je rajoute quelque chose. Donc je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure, mais donc ici c'est mon fichier build.gradle, c'est là où je vais juste venir configurer mes targets pour ma lib. Donc par exemple, il y avait la target Android et les targets iOS. Ici, j'ai rajouté une target Wasm.js. Et ça va me rajouter la target Wasm. Et j'ai un petit peu de code, encore une fois, spécifique pour faire ça. Côté Wasm, c'est que en fait, ça va encapsuler tout ça dans un canvas. Donc ça, c'est un peu le petit défaut pour l'instant de cette solution Kotlin Wasm, c'est que tout ça, c'est dans un canvas. Donc pour ceux qui connaissent, encore une fois, les canvas, ça peut poser certains problèmes côté web, notamment d'accessibilité. Donc ne refaites pas tout votre site web avec du Kotlin Wasm, peut-être qu'il y a d'autres solutions. Mais par contre, là, pour mon use case, c'est super, parce que moi, j'ai juste là besoin de les intégrer dans un petit site pour documenter tout ça et pour voir à quoi ça ressemble. Donc en ayant rajouté cette target, maintenant, j'ai une nouvelle task Gradle que je peux lancer, Wasm.js ici, là. Et ça va me lancer ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais directement dans le navigateur. Et puis toujours pareil, mes composants ils sont là, je peux cliquer dessus. J'ai la même chose que ce que j'avais sur Android et iOS, donc ça c'était la promesse initiale.
Et donc, je suis plutôt content. Et en fait, c'est tellement simple. Du coup, le web, c'est qu'on peut imaginer faire des choses comme ça. Donc ici, si je suis sur ma GitHub Pages de mon repo, en fait, à chaque fois que je vais pusher mon code, je vais juste builder ma page web et je la mets sur une GitHub Pages. Et ça, c'est top, quoi. On peut juste envoyer le lien à notre designer. Il peut review le composant et c'est super. Hop. Donc voilà, donc là, c'est ma liste de courses que j'avais au début. Finalement, maintenant, je l'ai un peu remplie. J'ai bien ma librairie que je peux partager sur iOS, Android et plus, donc on peut aussi le partager sur desktop, je vous l'ai dit, qui est facile à partager, facile à documenter. Je peux envoyer un lien, la mettre dans une page web déjà existante, facile à faire. Faites attention à tout ce qui est stabilité, je vous l'ai dit. Voilà. Donc là, le site que je voulais vous présenter, il n'y a pas que les composants qui sont en compose multiplateforme, il y a tout en fait qui est en compose multiplateforme, donc les pages et la navigation, donc ça fonctionne. C'est juste un peu moins stable. Et si vous voulez vous lancer, vous pouvez aller sur Kotlin Multiplatform Wizard, et c'est un petit starter pour configurer ce que vous avez besoin, les targets dont vous avez besoin. Et si vous voulez partager l'UI ou pas, si vous voulez juste faire une lib Kotlin Multiplatform classique, vous pouvez aussi. Et merci, j'espère que ça vous a donné envie de faire du compose multiplateforme. En tout cas, c'était un peu l'objectif. Et merci à vous. En tout cas. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions. On a toujours le temps pour une petite question. Il y a une question là. Marche pas. Merci pour la présentation. Une question concernant les performances. Ouais. Tu as des retours à faire sur Yes. notamment sur iOS. Ouais. Donc là, on a une question sur la performance, donc notamment sur iOS. Les performances, mais en fait, ce qui va sortir la compilation, c'est vraiment du code natif iOS. Donc c'est un binaire natif. Donc on a des performances qui sont très très bonnes. Donc il y a quelques benchmarks qu'on peut trouver. Donc ouais, vraiment, on a des perfs qui se rapprochent. Enfin, c'est un composant natif iOS finalement. Donc après, il peut y avoir des petites différences, voilà, mais quand même des perfs qui sont très bonnes. Côté web, c'est un peu moins le cas pour l'instant. Après, c'est du WASM dans des canvas. C'est des choses un peu différentes. Mais côté iOS, on a des super perfs. Ouais. D'autres questions? Après, le consommateur de ta librairie, du coup, c'était une application Android et une application iOS, c'est ça? Ouais. Ok. C'était pour savoir par rapport en fait à juste faire du Flutter ou du React Native, en fait, c'était pour ça que du coup tu as choisi plutôt Compose, quoi. Donc la question c'est par rapport à du Flutter ou React Native, pourquoi j'ai choisi plutôt Compose? En fait là c'est que les clients pour lesquels je travaille, ils ont des applications qui sont en natif. Donc on va pas tout refaire juste pour faire notre librairie de composants. Et après, on a déjà essayé d'intégrer par exemple des composants qui ont été faits en Flutter, par exemple, dans du natif. Donc c'est possible, mais ça vient avec l'engine Flutter, ça rajoute un startup qui est assez long, enfin c'est pas du tout pratique. Dans le sens, ça marche mieux, faire du natif dans du Flutter, plus ou du coup React Native aussi, mais dans ce sens-là, ça marche pas du tout. Donc c'est surtout pour ça. Et c'est bon, merci. Merci.